Bienvenue, je suis Alban Mas et j'aide mes clients à reprendre le contrôle de leur carrière sans repartir de zéro. Vous trouverez mes accompagnements en description. Au micro, je vous partage des clés concrètes pour piloter votre carrière. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Très heureux d'accueillir Mohamed Achabar aujourd'hui au micro. Salut Mohamed. Salut Alban, merci pour l'invitation. Un grand plaisir d'être là aussi parmi vous. De mon côté, je vois bien qu'il y a pas mal de CV qui sont ghostés. Alors, on se demande toujours est-ce qu'il est ghosté ou est-ce qu'il n'est pas reçu. Et Mohamed, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment sur LinkedIn. J'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'il raconte. Et c'est un expert de recrutement et il va se présenter après. Et je trouve qu'il est bon pour débunker le recrutement. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'avoir l'envers du décor, d'avoir une vision d'un recruteur et d'un formateur en recrutement, de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, pour nous dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que vraiment les CV sont ghostés? Est-ce qu'ils sont juste pas reçus? Et donc, sans plus attendre, on va essayer de répondre à tout ça avec une demi-heure un peu théorique. Donc, pendant une demi-heure, vous pouvez poser des questions dans le chat, mais on n'y répondra pas tout de suite, notamment parce qu'on a reçu plein de questions en amont. Et après, il y aurait une demi-heure de libre antenne où on pourra échanger. Vous pourrez poser vraiment en direct toutes les questions que vous vous posez et on essaiera d'y répondre. Et cette fois, c'est parti. Mohamed, je te laisse te présenter. Tu le feras mieux que moi. Oui, merci Alban. Alors pour me présenter très rapidement qui je suis, alors déjà Mohamed Achabar, je suis dans l'écosystème recrutement depuis maintenant plus de 10 ans. Je pense que j'ai tout fait dans cet écosystème, que ce soit sur la partie recrutement pur, que ce soit dans la formation, que ce soit sur la conception d'outils. Vraiment, je pense que j'ai pas mal bossé sur pas mal de sujets dans cet écosystème. Ma première expérience dans le recrutement, ça a été chercheur d'emploi et avec, tout ce que ça peut impliquer de difficultés, à trouver un emploi, en tout cas, pour ma part, avec, la remise en doute personnelle et tout, et j'ai toujours cherché à comprendre, pourquoi, ce système ou, en tout cas les systèmes de recrutement a été cassés, et c'est pour ça que je me suis orienté, là-dedans, et depuis, je travaille pour, l'école du recrutement, où, l'objectif, c'est tout simplement des réseaux de recrutement au sein des entreprises, que ce soit par de la formation, de l'accompagnement ou bien par, de l'optimisation de process. Pour le coup, le message qu'on fait passer aux recruteurs, c'est qu'on n'a pas besoin de maltraiter les candidats et les candidates pour bien recruter. Bien au contraire d'ailleurs. C'est plutôt là où, moi j'interviens, et c'est là ma posture, dans cet échange qu'on aura avec Alban. Donc là, tu changes un peu d'auditoire parce qu'en général, c'est des recruteurs qui te consultent. Et là, aujourd'hui, dans ce média, on est là pour accompagner toute personne qui cherche sa voie ou qui cherche un bon job. Donc, on change un peu de casquette. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup d'ATS parce qu'au fond, il y a peut-être d'autres aspects que tu vas nous partager. Mais le truc qui cristallise un peu toutes les tensions, toutes les questions, toutes les interrogations, toutes les zones d'ombre aujourd'hui, c'est ce fameux ATS. Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire ce que c'est qu'un ATS, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors c'est quoi un ATS? Déjà, c'est un acronyme qui est assez barbare, c'est un mot compliqué parce que ça veut dire Applicant Tracking System. Si je fais la traduction, franco-française, ça serait, le système, qui traque ou bien qui suit, les candidatures ou les candidats. Ça, c'est vraiment la manière très basique, et si, linguistiquement parlant, je faisais une traduction mot à mot. De manière plus concrète, ça peut être, l'équivalent d'un CRM. Alors pour les gens qui sont, dans le commerce, vous savez c'est quoi un CRM, mais pour le recrutement, donc c'est un outil qui gère la relation, avec les candidats, mais pas que. Un ATS, ça permet déjà 3 choses. Un, recueillir les candidatures, c'est la première. 2, la traiter, ça va voir si on la retient pas, ou bien elle est, dans un mix des 2, des peut-être, pour le coup. Et puis enfin, conserver la candidature, parce que parfois ça sert de vivier. Donc, au lieu de refaire une annonce, on va aller interroger, la base de données, et donc, c'est vraiment ces 3 rôles qu'ont, aujourd'hui un ATS: c'est recueillir, traiter et conserver la candidature, et ça en faisant intervenir 3 acteurs, dans le recrutement. D'abord, les recruteurs, basiques. Aussi les managers, parce qu'en fait, les managers ou les clients ou les entreprises clientes, ce qu'on sous-estime, beaucoup à mon sens, c'est que le recruteur ne recrute pas, ils accompagnent le recrutement. Ce sont les managers qui ont le dernier mot. Eux, ils sont là juste, ils sont là ni au début ni à la fin, ils sont là juste entre les 2, les recruteurs. Donc c'est les managers qui sont à l'origine du besoin et qui sont aussi à l'origine, de la conclusion, et enfin, bien sûr, les candidats et candidates. Donc ça sert de plateforme pour faire, la jonction entre,
les désirs, des candidats, le désir des recruteurs et le désir des recruteurs, recruteuses et des managers. OK, donc manager égale entreprise cible quoi, Oui, recruteur, c'est exactement. son boulot de faire, le lien et puis le candidat, bah, c'est nous tous. Hem, Ce que je t'expliquais un peu Mohamed, c'est que et puis pour ceux qui connaissent déjà un peu, ces émissions, j'aime bien aller droit au but. L'objectif, c'est que là, dans une demi heure, quelqu'un qui nous écoute en direct ou en replay puisse se dire: «OK, c'est bon, j'ai compris». Enfin, j'ai en tout cas, j'ai compris quelque chose. J'ai un axe concret à avancer enfin, pour avancer dans ma recherche de boulot. Donc tout ça pour dire qu'on va aller droit au but. La question qui est écrite juste au-dessus de nous là, c'est: «Pourquoi votre CV ne sera jamais lu par un recruteur?» J'ai envie de te la poser comme ça, de dire: «Pourquoi les CV sont pas lus par les recruteurs?» Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes là-dessus? Déjà, pour répondre à cette question, il faut, briser un mythe. Le premier mythe, qu'il faut briser, c'est, de croire que les ATS, filtrent, les CV. S'il y a un filtrage, il serait sur des candidatures, hors sujet. Typiquement, c'est un soudeur qui postule pour une offre d'ingénieur. Mais, sinon, je veux dire, hormis ce cas extrême, j'allais dire, il y a aucune candidature qui est filtrée par un CV. La raison pour laquelle votre CV, n'est pas vu par des recruteurs n'est pas liée forcément à l'ATS, en tout cas directement. La première raison pour laquelle, votre CV ne passe pas, sous les yeux d'un recruteur ou recruteuse, c'est tout simplement déjà parce qu'il y en a beaucoup. Un recruteur, en admettant qu'il ait, 100 candidatures à un poste, sauf qu'un recruteur gère entre 20 à 30 postes, ça veut dire qu'il a entre 2 000 et 3 000 candidatures à traiter, forcément, il n'aura pas le temps sur une journée, voire une semaine de toutes les traiter parce qu'il a des entretiens à mener, des précales à faire, des besoins à recueillir. Donc la première raison, c'est, tout simplement que le temps va manquer, pour le coup, pour que votre candidature soit lue. Pour peu que votre candidature arrive en fin ou au début, de la publication de l'annonce, et ben, elle ne sera pas traitée, de la même, manière par un recruteur. Surtout qu'il y en a certains, et je dis pas que, c'est, une chose à faire, mais qui laissent l'annonce ouverte alors que le poste a été pourvu. Alors pour vous, vous avez postulé, donc vous vous attendez à avoir une réponse et légitimement à avoir une réponse, détaillée alors que le poste a déjà été pourvu. C'est juste que l'annonce n'a pas été fermée. Je pense à certains, job boards ou bien à certains recruteurs qui diffusent pas forcément qui diffusent multidiffusent vers leur, ATS dans des job boards. Sauf que l'annonce a été coupée, sur leur site carrière, mais pas sur les job boards. Donc au final, vous retrouvez, votre CV ne sera jamais vu. Donc il y a vraiment ce premier aspect qui est, le volume, Le volume. de candidatures reçues. C'est intéressant déjà sur ce volet-là parce que ce que tu dis, c'est qu'au fond déjà un recruteur, il a plusieurs clients, plusieurs Mmh. boîtes Pas et donc forcément, mais en tout cas, il y a plusieurs recrutements, il a enfin plusieurs recrutements recrutements, en pardon interne, ça, et sur chaque recrutement, tu dis en gros là, il reçoit pas des dizaines, mais des centaines de candidatures quoi, en moyenne? oui. En fait, il y a 2 cas. Soit il reçoit énormément de candidatures, soit il ne reçoit pas du tout et s'il en reçoit pas, ça veut dire qu'il va aller chercher des gens et faire une approche directe et quand il en reçoit beaucoup, forcément, ça fait, c'est Et c'est beaucoup de vraiment temps, plusieurs centaines, quoi. oui. Et du coup, pour bien comprendre ça, dans un process de recrutement, tu saurais dire à peu près, est-ce que tu as un ordre d'idée du nombre d'offres, qui sont via cabinet de recrutement versus le nombre d'offres qui sont via, entreprise directe? C'est très difficile à chiffrer parce que parfois il y a des doublons. C'est-à-dire que parfois vous avez des entreprises qui postent l'offre et faute de candidature pertinente, vont passer ensuite par des cabinets parce qu'ils ont échoué. Donc ça fait, des doublons. La proportion, je serais incapable de dire quelle est la proportion, en tout cas, le conseil que je peux donner moi, c'est que si une offre est publiée par un CAB, et qu'il y a le nom de l'entreprise, ne bypassez pas le CAB, passez par le CAB, pour le coup. Parce que justement, il y a des clauses dans le contrat qui font que, si, la personne arrive par un autre canal alors qu'elle a donné entre guillemets «l'exclusivité», du coup, on vous redirigera quoi qu'il arrive vers le CAB en me disant: «Merci pour votre candidature, mais on a confié ce recrutement à un CAB». Alors pourquoi une entreprise fait appel à un CAB au lieu de traiter en interne? Parfois, ils ont pas les compétences en interne, parfois ils ont pas le temps également et du coup, c'est pour ça qu'ils passent par un CAB. Donc c'est un conseil que je vous donne. Si l'offre, même si l'entreprise est visible, que vous voyez de quelle entreprise il s'agit, ou bien que vous faites un copier-coller, que vous voyez que c'est la même offre dans un CAB sur un site carrière entreprise et dans un CAB, passez par le CAB, parce qu'en général, ils leur ont confié, ce qu'on appelle un mandat. OK. Juste pour finir sur cette question du volume.
même si on voit la boîte, même si on a trouvé le contact LinkedIn du recruteur dans la boîte et non pas du cabinet, heu, contractuellement, de toute façon, ça passera par le cabinet. Mmh. C'est intéressant. Moi, j'ai tendance à conseiller de contacter en parallèle l'opérationnel dans la boîte pour qu'il puisse, mettre au fond, avoir un avis et être au courant qu'on a candidaté, même si ça passe par un cabinet. Et ce, pour contrer l'effet volume, tu vois? L'idée, c'est justement, il y a 500 candidatures pour sortir du lot en parallèle d'une candidature qui passe potentiellement par un cabinet. Juste prévenir un opérationnel de la boîte de dire: «Bah, au fait, j'ai postulé à ça». De ton point de vue à toi, Ouais, bien sûr. Comme je l'ai dit juste avant, ceux qui sont à l'origine du besoin et ceux qui sont à la conclusion, c'est les managers. Si vous pouvez identifier le manager à l'origine du besoin et que vous pouvez le contacter directement avec candidature, eh ben c'est beaucoup, enfin, ça vous fait gagner énormément de temps, surtout. Ou si vous pouvez avoir une réponse, de leur part et ça apporte un poids supplémentaire, à votre candidature parce que, quand un manager confie votre candidature au service recrutement ou au CAB, ben, on se dit: «Ah OK, ça veut dire qu'il a validé un minimum». Pour le coup, pour le transfert, et donc du coup, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Postuler, sur les annonces n'est pas forcément la meilleure manière de faire pour obtenir un job à la fin. L'un des effets que produit le volume, c'est que, je vous disais, bah, un recruteur ne peut pas traiter toutes les c'est clair, candidatures, c'est si clair. bien que, en fait, il va en traiter en admettant qu'il en reçoive 100, il va en traiter que les 20 premières. Et la vôtre, c'est juste la 21e. Parce que dans les 20 premières, elle a déjà trouvé ce dont il avait besoin. Donc toute pratique qui permet ou technique qui permet, de contrecarrer, bah, ces biais d'échantillons, qui en fait, ce sont des biais d'échantillons. C'est-à-dire que, on peut traiter que 20 candidatures sur 100, donc on est biaisé parce que peut-être que dans les 80 restantes, il y avait une personne qui était beaucoup plus performante, beaucoup plus qualifiée et cetera, mais on ne le saura pas parce que le candidat ou enfin le recruteur, pardon, n'a traité que les 20 premières candidatures. Après, ça amène à un autre sujet, c'est, bah, OK, mais comment sont classées les candidatures? Et ça, Ouais, ouais, on va y venir, mais du coup, c'est ce 1er sujet, il est important parce que je pense que c'est un mur, tu vois? Enfin, mmh, juste, il y a un moment où on a tendance à juger le recruteur, enfin les recruteurs en disant: «Bah, j'ai pas de réponse» ou «Je me suis fait recaler en 10 secondes alors que j'ai mis 3 heures à faire mon CV, une candidature sur mesure, je me suis fait recaler en 10 secondes». Ce que tu dis, c'est: «Mais attendez les gars, il y a 500 CV sur la table, quoi, ouais. fois X offres». Hem, Est-ce que toi, avant de passer au deuxième chapitre, tu as observé des techniques ou des approches qui peuvent, justement permettre de dépasser ce biais d'échantillon. Heu, Est-ce que tu as des idées là-dessus? Tu vois, pour qu'on puisse aller sur la solution par chapitre? Ou les Bah, solutions par chapitre? en fait, en te proposant une solution, je vais répondre également à la question de Laetitia parce que, Laetitia pose une question, c'est: «Que conseillez-vous entre postuler dans les premières heures, est-ce qu'il est plus intéressant ou bien, après plusieurs semaines?» J'aimerais vous donner, une réponse claire, mais je serais incapable d'être, j'allais dire absolu, là-dessus, tout simplement parce que ça dépend de comment fonctionnent les recruteurs et recruteuses. Moi, en tout cas, la seule technique que je faisais, c'est que j'actualisais régulièrement ma candidature. Heu, Typiquement parce que je me suis dit: «En admettant que ce soit un système que les dernières candidatures sont vues en priorité par rapport aux plus anciennes». Donc je me suis dit: «Il fallait que je qu'il faut que je l'actualise et qu'elle repasse en premier. Pareil en me disant, enfin et est-ce qu'il faut candidater dans les premières heures? Pareil, je candidatais également dans les premières heures. Je pense pas que ce soit une question de timing, ce soit une question d'actualiser régulièrement sa candidature. Je sais que pour moi, ça fonctionnait pas mal, qu'à chaque fois que je actualisais ma candidature, bah, je la refaisais passer dans les tops, mon nom revenait et tant que j'avais pas de réponse, hein, tant que j'avais pas de réponse, j'actualisais régulièrement, très régulièrement OK, ma merci, c'est pour c'est très clair. Mohamed, une dernière question. Est-ce que ce conseil-là, donc que moi j'applique avec mes clients de contacter l'opérationnel en parallèle de la candidature pour montrer qu'on existe, pour arriver sur le «haut du panier» entre guillemets et puis essayer de court-circuiter le process. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi envers le cabinet? Dire: «Bonjour Mohamed, en fait, je sais que vous êtes un cabinet, je suis pas censé vous appeler, mais en vrai, voilà, j'ai postulé à telle offre, je crée une relation». C'est bien bah ou c'est relou, du côté recruteur? c'est bien de le faire, mais moi, je le ferai avant de postuler. Pourquoi? Parce que, alors déjà, quand vous avez postulé, bah, en fait, vous avez déjà fait un acte. La réalité, c'est que vous pouvez appeler le cabinet pour dire: «Écoutez, j'ai vu votre annonce, je voudrais avoir quelques informations avant de postuler parce que je la trouve intéressante. Il me manque certaines informations, pour pouvoir, faire une candidature éclairée et qui puisse vous faire gagner du temps comme moi me faire gagner du temps». Et donc, une fois, et du coup, ça met du poids dans votre OK. candidature dans la mesure où 1, vous n'allez pas postuler «gratuitement» entre guillemets gratuitement, mais plutôt,
en disant: «Tiens, je postule et après on verra et on joue à la loterie». Ça veut dire: «OK, il y a des éléments dans l'annonce qui m'ont intéressé, mais j'ai envie d'avoir plus d'informations avant de pouvoir postuler et faire un acte, d'intérêt». Enfin, je sais Ouais, pas si c'est un acte d'intérêt, mais en tout cas une marque d'intérêt pour l'offre et ensuite, je pourrais mieux personnaliser ma candidature et cetera. très clair. Pour Ouais. le coup. Voilà. Donc sur les opérationnels, c'est plutôt post-candidature, je peux prendre contact en disant: «J'ai Ouais. postulé» et cabinet, c'est plutôt pour faire une entre guillemets «une meilleure candidature» quoi, Oui, en amont. exactement. Par rapport à ce que tu disais, on a une question, c'est, comment tu repostules quand tu actualises ta candidature? Certains job boards, bloquent, la recandidature, mais ce n'est pas forcément le cas, dans les, ATS, sur lesquels vous pouvez postuler à plusieurs, reprises. Il me semble que même certains ATS vous permettent de renouveler votre candidature, si je dis pas de bêtises. Alors, en admettant qu'on puisse pas, actualiser, réactualiser sa candidature, ce qu'on peut actualiser par contre, c'est son CV dans les CV Tech des job boards. C'est-à-dire que, votre CV, vous avez juste changé une ligne ou pas du tout, enfin bref, tout simplement parce que vous voyez, de côté recruteur, on a la date de mise à jour du CV et plus le CV est «frais» entre guillemets, plus d'informations, j'allais dire, elles sont, actuelles et du coup, vont intéresser le recruteur. Donc, si vous pouvez pas, réactualiser votre candidature, vous pouvez réactualiser votre CV parce que votre CV va rentrer dans ce qu'on appelle les CV Tech, et du coup, il y a une information qu'utilisent souvent les recruteurs quand ils cherchent dans les bases de CV, c'est, la date de mise en jour. Je pen de mise à jour et je pense notamment sur les job boards. Très clair. Le temps file, on était sur la première raison qui est une explication volume, trop de volume pour être géré humainement quoi, même avec Ouais, un alors humain. après du coup, on avait fait un petit peu le biais d'échantillon, j'avais Et profité avec pour, le biais d'échantillon. Tu vois d'autres, raisons toi? la dernière raison sur laquelle votre, CV ne sera pas lu, c'est tout simplement, comment sont hiérarchisées les candidatures. Effectivement, là pour le coup, les ATS trient les CV, mais on sait jamais comment ils les trient. Donc, on sait, est-ce qu'ils les trient de manière ce que je vous disais juste avant, de manière chronologique, antéchronologique? Est-ce que c'est par des mots-clés? Est-ce que c'est ça, on en a aucune idée. Donc forcément, si vous avez 200 candidatures et qu'en plus elles sont hiérarchisées, ben, si vous n'avez pas les mots-clés, qui sont, jugés pertinents par l'outil ATS pour apparaître dans les premiers résultats, bah, forcément votre CV ne sera pas lu parce qu'on retombe sur le fait que vous soyez la 25e candidature et qu'il en faut 20 pour être, retenu. Maintenant, je tiens à le préciser, il est illégal, notamment en France, de faire un traitement automatisé, notamment par IA ou par un autre algorithme de votre candidature. C'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas de scoring, IA qui est fait, c'est illégal en France, en tout cas. A priori, les recruteurs sont obligés, de lire votre candidature ou d'avoir un traitement humain de votre candidature. Ceci dit, même si je vous dis ça, vu qu'il y a des chiffres qui sont, parfois énormes, le troisième point, c'est tout simplement que le système qui est utilisé par l'ATS pour hiérarchiser les candidatures fait en sorte que le vôtre n'apparaît pas dans les premiers résultats pertinents. Comme dans une recherche Google, quand vous tapez une recherche Google, vous allez voir les premiers résultats, voir la première page, mais je connais peu de personnes qui vont jusqu'à la deuxième page, des résultats. C'est vrai, c'est le chiffre qu'on entend, sur lequel moi que j'exploite au fond dans les méthodos, hein, c'est quand grosso modo le CV va être lu en moyenne entre 5 et 10 secondes. Ça se vérifie côté cabinet ou c'est une généralité, c'est un raccourci qu'on fait? Bah, non, c'est une moyenne. C'est une moyenne, c'est de la même manière que si je fais rentrer Bernard Arnault dans un bar, en moyenne, les gens qui seront dans ce bar seront milliardaires. Mais en fait, il y en aura qu'une. Donc c'est une moyenne, c'est-à-dire que, il y aura des CV qui vont être traités en 2-3 secondes et il y aura des CV qui vont être, traités en 2-3 minutes. Du coup, c'est comment sont lus, les CV par le recruteur. Ça reste une moyenne. En réalité, s'il fallait vraiment un chiffre qui soit plus intéressant, ce serait la médiane. C'est-à-dire, q com 50 des CV sont vus en moins de, je sais pas, 1 minute et 50 des autres CV sont vus en plus d'1 minute, pour le coup. Mais quoi qu'il arrive et ça le plus frustrant quand les candidats, ce qu'on produit, ce qui nous prend des heures à produire, prend moins de temps, à être lu. De la même manière qu'il faut 1 an pour écrire un livre et là où il nous faudra peut-être 5 heures pour le lire. Il faut 1 an ou 2 ans, 3 ans pour faire un film qu'on va regarder en 1 heure et demie. Donc c'est enfin, c'est ça, c'est le lot de la création, voilà. C'est le la le ouais, c'est ça, c'est le jeu de la recherche d'emploi quoi, dans une Ouais. certaine mesure. Mais, par rapport à ça, par rapport aux mots-clés, je vais te partager une vision, une méthode que nous on utilise avec nos clients et ça m'intéresserait d'avoir ton avis parce qu'il y a un auditeur qui disait: «Tiens, est-ce que cette méthode fonctionne?» Pour nous, elle fonctionne, mais j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Nous, pour les gens qu'on accompagne, elle fonctionne en tout cas. C'est de
de considérer qu'un CV n'est pas fait pour se raconter, mais qu'il est fait pour répondre à un besoin. Donc en gros, c'est si le CV ne reflète pas notre carrière, c'est moins grave que s'il reflète pas les besoins de l'annonce en cours. Mmh. Sous-entendu, au lieu de raconter ma vie, en disant voilà, dans une certaine logique, je raconte de façon chronologique et logique mon parcours en pensant que la personne va essayer de l'interpréter et de voir ce que je vaux. C'est plutôt de dire: «Non, il y a une offre, il y a des compétences vraiment hard skills qui sont demandées dans cette offre et en 10 secondes, on doit comprendre que mon CV, il fit avec ça» et c'est pas grave si ça fait moins sens par rapport à mon histoire. Si j'occulte 80 de ma carrière, bah, c'est pas grave parce que ce qui compte et c'est ce que tu disais en préparation de notre épisode et tu l'as pas dit, mais je le me permettre de te citer. Tu disais: «Au fond, n'oublions pas l'objectif du CV, il est de décrocher un entretien, il est pas d'être recruté» et donc du coup, voilà, je sais pas ce que tu penses de cette approche de dire en le CV autobiographique, il peut être utile dans du réseautage, mais pas dans de la candidature, en ligne, en gros, sur une bonne vieille annonce, quoi. Je sais pas ce que tu penses de ça, toi? Bah, clairement, alors déjà, il y a 3 points, hein. Le 1er point, c'est que oui, effectivement, un CV, n'est enfin, personne n'a été recruté sur un CV. Je connais personne qui a dit: «Tiens, j'ai vu ton CV, je veux te recruter direct». Ça enfin, si ça existe, il faut me le raconter. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, 10 ans de recrutement, jamais personne n'a été recruté sur CV. Le CV, c'est un prétexte pour avoir un échange téléphonique, même avant même l'entretien. C'est juste pour que la personne, enfin le recruteur ou la recruteuse décroche son téléphone et vous appelle. Et tout ce qu'on fait dans le CV doit concourir à cet objectif-là. C'est qu'est-ce qui ferait décrocher le téléphone à un recruteur ou une recruteuse? Donc c'est pas nous qui allons nous raconter, soyons, clairs. C'est, parce qu'il y a, des besoins en entreprise et donc quand on dit on reprend les mots-clés, quasiment, moi, si les conseils que je donne, c'est, bah, tu prends la fiche de poste et tu fais copier-coller sur ton CV. Voilà, j'exagère énormément, mais l'idée, c'est de retrouver à peu près les mêmes missions, les mêmes termes, le même jargon. C'est la meilleure manière parce que même si on parle la même langue, on peut pas parler le même langage. Mais par contre, si vous vous appropriez le langage des recruteurs qui mettent, dans le CV, c'est la meilleure manière de dire: «OK, on parle en fait le même langage, on peut discuter, ensemble», pour le coup. Et puis, autre chose que j'ajoute et qui est très important selon moi à mettre dans un CV, c'est que il y a un problème ou en tout cas une mésentente parce qu'on pense que les entreprises recrutent des gens. La réalité, c'est qu'ils ne recrutent pas des gens. Ce que je vais préciser, ce qu'ils recrutent, c'est des performances. C'est-à-dire que si, il se trouve que cette performance-là, elle est faite par des gens, mais si, c'était un outil qui faisait cette performance, ils prendraient un outil. Donc du coup, si vous mettez sur votre CV, alors on l'a dit, reprendre les termes techniques, de l'entreprise, faire en sorte que cela, parle, enfin dans le jargon, des recruteurs, mais mettez aussi la performance, le potentiel de performance que les gens peuvent attendre de vous et comment? Bah, en mettant la performance, que vous avez faite dans vos précédents postes. Parce que mettre des activités, c'est cool, mettre des compétences, c'est cool, mais en réalité, ce qu'on cherche, c'est pas des gens compétents. Enfin, en tout cas, on cherche des gens performants, des gens qui mobilisent leurs compétences pour obtenir des résultats. Quelqu'un qui est compétent, qui n'obtient pas les résultats, sera au même registre que quelqu'un qui n'est pas compétent aux yeux des recruteurs et recruteuses. Donc, pour répondre à ta question, et du coup, ça faisait les 3 points, c'était, oui, effectivement, un CV ne doit pas être autobiographique ou en tout cas, il doit concourir à cet objectif et il doit se concentrer sur celui-ci, décrocher un entretien téléphonique dans un premier temps et après, c'est la suite du process. C'est un point que je trouve important, hein, on perd un peu de temps là-dessus, mais je pense que c'est pas du temps complètement perdu. Pour moi, c'est un dialogue de sourds entre une entreprise qui ne se focus que sur son besoin, c'est-à-dire que si elle recrute parce qu'elle a besoin et si elle pouvait s'épargner ce recrutement, elle se l'épargnerait volontiers plutôt que de payer, 50-100 000 € par an à un collaborateur, quoi. Donc Mmh. l'entreprise, elle regarde que son besoin et les performances et comment la personne va pouvoir atteindre des objectifs pour cette boîte. La personne est un moyen et le candidat, quand on est enfin, moi, quand je l'ai vécu, quand j'accompagne des gens, on l'a tous vécu, on est focus sur nous, sur notre recherche d'emploi, sur nos questionnements, sur notre histoire, sur notre valeur, sur ce qu'on a envie de raconter de nous, on a vraiment envie que notre CV véhicule notre potentiel, notre ADN. On a envie d'être compris. Mais ce que tu viens de dire en intro, de dire: «Bah, il y a 500 CV sur la table», il y a pas le temps de te comprendre là. C'est pas le moment pour parler de tes soft skills et de machin, il y a pas le temps, quoi. Dans un premier temps. Ce sera pendant l'entretien Mmh. qu'on va comprendre qui tu es et découvrir ta vie, mais le CV, il y a pas le temps tout simplement, quoi et c'est très frustrant quand tu es candidat de dire: «Beh, tant pis, je me raconte qu'à moitié quoi ou qu'à 10%.
Mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux raconter 100 et pas être lu ou raconter 10 et être lu, quoi? En tout cas, c'est ce que j'observe. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus? Oui, bien sûr, mais en fait, je le seul truc, enfin, ce qui m'a fait switcher moi dans mes raisonnements, dans mon questionnement et tout, c'est, en fait, il faut faire un CV dont on est fier et qu'est-ce qu'on est fier? Des résultats qu'on a obtenus. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, arrêtez de vous plier à ça aux différents conseils qu'on peut lire sur internet en disant: "Ouais, les compétences ou". Mettez les choses dont vous êtes fiers, vous allez voir que vous allez obtenir déjà de meilleurs résultats». Les gens dont ce dont ils sont fiers, c'est pas d'avoir des compétences, ce dont ils sont fiers, c'est de ce qu'ils ont accompli. Donc mettre des accomplissements, dans un CV, c'est pour ça que c'est pas trop antagoniste avec le fait de se raconter. C'est surtout, qu'est-ce que je raconte? J'ai juste une feuille A4 pour me raconter. Vous devez choisir. De la même manière que quand on choisit un slogan ou quand on doit, éliminer les mots en trop. Là, c'est pareil. Il faut éliminer les expériences en trop qui n'entreront pas en résonance avec le poste. Est-ce que cela, diminue, dénature ou, décrédibilise votre candidature? Ou bien, votre rapport à votre parcours, non, c'est juste que vous faites le choix de mettre la lumière sur, certains aspects, mais ça n'enlève rien à votre passé professionnel, à vos expériences, à vos compétences, à ce dont vous êtes, capable, de faire et c'est important, de le dire. Moi, en tout cas, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais pas aux gens de refaire leur CV ou quoi que ce soit, moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est candidat n'est pas un métier. Personne n'est formé à être, candidat et ça devrait jamais devenir un métier. Recruteur est un métier, mais candidat n'est pas un métier. Donc, c'est par défaut, et je suis très bien placé pour le dire. Je sais que la plupart des recruteurs sont mauvais, et que, du coup, il y a, une course côté candidat pour se faire remarquer auprès des recruteurs. Mais si la plupart des recruteurs étaient bons, on serait pas là, disserter sur, quel type de CV on fait et cetera et cetera. C'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas si j'ai envie de reprendre les mots bons, mauvais sur les personnes, mais plus, il y a un système qui est clairement défaillant aujourd'hui. oui, Ça, c'est intéressant de l'entendre parce qu'on culpabilise beaucoup côté candidat. De se dire: «Mince, est-ce que» et d'ailleurs, je vois les questions qui défilent: «Est-ce que je dois refaire un CV à chaque candidature?» Théoriquement, oui, et quand tu postules, 2 fois par jour, si tu ça peut te prendre 2 fois 5 heures, quoi. Bref, ouais. et donc en effet, le système, il est un peu défaillant. Il y a pas d'autre mot, quoi, Bien sûr, il est hem, défaillant, ouais. C'est ce qui est assez surprenant aussi dans cet écosystème, c'est que, le recrutement, c'est la partie la plus importante d'une entreprise. C'est-à-dire c'est celle enfin on le c'est, si on recrute des personnes, sur, du potentiel et donc ça peut transformer, une entreprise lambda en entreprise à succès. Mais à la fois, c'est, le parent pauvre des entreprises. C'est là où il y a le moins d'investissement, que ce soit en termes de formation, qu'en termes d'outillage et tout, versus, enfin, je compare à la partie commerciale, des entreprises. Alors que si on veut recruter les meilleurs commerciaux, il faut avoir les meilleurs recruteurs ou en tout cas le meilleur process de recrutement, évaluer les potentiels de manière objective et tout. Donc il y a, comme tu as dit, un système qui est cassé, défaillant en tout cas, et que, du coup, d'une certaine manière, la charge repose sur les candidats de se faire remarquer. Et d'ailleurs, quand on dit que candidat n'est pas un métier, ça veut dire aussi que les meilleurs candidats ne sont pas les meilleurs professionnels. Ça crée un avantage injuste parce que ça veut dire que, nous, on peut être très, très performants sur notre poste, mais on est nuls, à candidater. J'ai un ami, c'est ça, c'est un des meilleurs designers que je connaisse de product designer. Sauf que mettez-le à faire un CV ou en entretien, il est nul et il est nul, donc forcément parce que c'est pas son métier. On est bien dans tu disais dans un jeu de dupes où, tu as l'entreprise qui pense à son besoin, le candidat qui pense aussi, au sien et ce jeu de dupe, passe par l'interface des recruteurs et les recruteurs, lui, ce qu'il va chercher, c'est quelque chose qui va faciliter son travail. Un candidat présente bien, qui présente bien son CV, qui présente bien son parcours et tout, bah, ça passe toujours mieux que quelqu'un qui a plus de difficultés à être, un candidat professionnel. tout à l'heure, tu as dit quelque chose en une fraction de seconde et pour moi, ça mérite qu'on le déterre ce sujet-là. Mais on va faire vite parce qu'on a déjà débordé sur la partie théorique. Mais tu as dit: «Ouais, je suis pas sûr que les annonces, ce soit, vraiment la meilleure façon de postuler». Ouais, en fait, le système de candidature par annonce, il est défaillant pour plein de raisons, on va pas en reparler là. Mais il y a d'autres systèmes qui existent. Enfin, il y en a au moins un autre. Oui, C'est bien sûr. la cooptation et le réseautage. Alors ce terme-là, il est vraiment pourri. Il y a pas de terme, sympa pour ce truc-là, mais pourtant il y a une vraie méthode, une vraie stratégie de rencontre de gens qui permet de complètement passer à côté du système d'annonce, ou en tout cas de compléter. Et Oui. il y a quelqu'un qui dit: «Est-ce que», je sais plus trop où est la question, mais est-ce que c'est, pertinent de faire du réseautage ou quelque chose comme ça? Mmh. En fait, ce sont 2 systèmes différents. Il y en a un qui est cassé, il y en a un qui est pas cassé. Sauf qu'il y en a un qu'on sait déjà faire parce qu'on est capable de postuler et un qu'on sait pas faire. Mmh. Celui de rencontrer des gens qui vont nous permettre de trouver le job. Mmh. Mais apprenons-le parce que vu que le premier est cassé, bah, surtout dans certains types de fonctions où ça passe beaucoup par réseau et cooptation, apprenons-le parce que celui-là, il marche.
il marche Oui. encore et Et il est j'ai sympa. j'ai même des chiffres pour étayer ça parce que en fait, aujourd'hui 50 des candidatures passent par annonce, mais ça représente que 25 des recrutements. Prenons la cooptation, alors ça représente beaucoup moins, 2 des candidatures, mais 11 des recrutements. C'est-à-dire qu'on fait x5. Autant, passer par les annonces, vous divisez par 2 vos chances, d'être recruté, autant par la cooptation et tout, vous multipliez par 5. C'est énorme. Alors est-ce qu'il faut faire la cooptation, aller, avoir une approche commerciale, aller cibler tous les managers? Je sais pas. Ça, c'est pas trop, ma spécialité. Je sais juste que le réseau fonctionne très, très, très bien. Moi, les premiers enfin, le premier job que j'ai eu, bah, j'avais, je sortais d'école, d'école d'université et tout, donc en j'ai fait comme n'importe quel jeune diplômé fait dans ce cas-là, on postule aux annonces et tout. Ça a été hyper laborieux. Par contre, quand j'ai commencé à développer mon réseau, je pense que depuis que j'ai développé mon réseau, j'ai pu chercher un emploi. C'est, plutôt les emplois qu'on me propose et ou bien je mobilise mon réseau en savoir en disant: «Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un?» Pour le coup. Alors, c'est un peu délicat pour moi, dans le sens où ça fait presque 10 ans que je suis dans la même entreprise, mais pour les missions de recruteur que je peux avoir, effectivement, c'est comme ça que j'ai des missions, c'est par du réseau. Ouais, voilà, je referme ici la parenthèse parce que là, on est vraiment là pour parler d'annonces, d'ATS et tout, mais voilà, il y a un système qui est pas défaillant et qui est pas exploité et c'est bien dommage. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot, Mohamed, sur la partie, un peu théorique sur le sujet où on attaque les nombreuses questions qu'on a reçues, en amont et puis là en live, Bah, en vrai, sur la partie théorique, on avait discuté juste avant, mais c'était de rappeler 3 droits qu'ont les candidats et candidates, sur les ATS, notamment quand ils pensent que leur candidature n'a pas été traitée, de manière juste et équitable. Le premier droit, que vous avez, c'est, déjà que l'entreprise vous informe de comment sera évaluée votre candidature. J'ai vu là pas mal de questions sur, bah, la boîte noire des ATS et tout. Bah, en vrai, ils doivent être en mesure d'expliquer comment votre candidature sera évaluée, quels sont les critères, la pondération et cetera. Ou bien quels outils seront, évalués. Ça, c'est le premier point. C'est dans le cadre légal. Même si, ils disent: «On va utiliser, un astrologue pour vous recruter», ils sont censés vous informer qu'ils vont utiliser un astrologue pour vous recruter. Le deuxième point qui est, aussi, important, c'est de mettre à disposition les infos concernant la décision de recrutement. point légal. En gros, c'est une obligation Ouais. légale, tu dis? Oui, c'est une obligation légale, Vas-y, pour le coup. pardon. Mais là, tout ce que je vais vous dire là, c'est que des, obligations légales, hein. OK, pardon de t'avoir Donc, coupé. c'est parce que c'est vraiment des droits, qu'ont les candidats. Le deuxième, c'est, mettre à disposition les infos concernant la décision et la décision qui vous concerne. Typiquement, moi, j'avais passé un entretien avec, une grande boîte d'assurance et bah, j'ai pas été retenu. Pas de problème, je leur ai demandé, bah, qu'ils m'envoient le dossier de candidature et ils me l'ont envoyé. Donc j'ai compris pourquoi ils m'avaient pas retenu, qu'est-ce qu'ils avaient vu en plus, qu'est-ce qu'ils avaient et c'est beaucoup d'entreprises ne le font pas ça. Donc eux, ils doivent le faire. En général, c'est fait, très souvent à posteriori, ils bricolent des trucs. Même si vous n'avez pas de réponse à vos candidatures, vous pouvez demander les informations concernant la décision de recrutement. Très peu de candidats le font, et candidates, très peu le font, mais à chaque ceux qui le font gagnent toujours à des choses à apprendre de ça. Et puis enfin, le troisième droit que vous avez, en admettant qu'ils ont un système automatisé, de traitement des candidatures et que vous appreniez par la décision que votre candidature n'a pas été traitée par un être humain, sachez que vous pouvez exiger un traitement humain de votre candidature. Est-ce que vous êtes recruté après ça? Certainement pas, mais c'est une manière de dire, bah, au fait, vous pouvez ne pas vous laisser faire, et de reprendre, pouvoir et contrôle sur, sur votre démarche de candidature. Alors juste pour clarifier, parce qu'on a une question par rapport à ce que tu dis, enfin une remarque, le cadre légal n'impose pas au cabinet ou à l'entreprise de répondre au candidat, si je comprends bien. Oui, Par contre, s'il fait la demande de recevoir son dossier, elle est obligée de le donner. bien sûr. OK. Parce qu'il y a toujours le grand débat et on va pas l'ouvrir ici, mais est-ce qu'il faut relancer ou est-ce que c'est enfin, qui doit faire le premier pas? Et si j'ai pas de C'est réponse, le est-ce que c'est à moi candidat, de relancer? Machin. c'est le candidat. Mais bon, là, c'est un autre sujet et d'ailleurs, j'ai fait déjà pas mal d'épisodes là-dessus, hein, sur le ghosting et comment relancer parce que oui, il faut relancer, en général quand même. Merci Mohamed, c'est vraiment très dense là, tout ce que tu nous as amené. Donc on a encore, 22 minutes pour, répondre aux questions qu'on a reçues en préparation de cette libre antenne et on va jongler entre une question, heu, qu'on a reçue un peu à froid en amont et puis une que vous avez là en direct avec nous. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si vous avez besoin d'aide pour reprendre le contrôle dans votre carrière et que vous ne voulez pas repartir de zéro, vous pouvez me contacter. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite beaucoup de succès et une très belle semaine.